Bien, bonjour. Aujourd'hui, pour ce dernier cours, je vous propose de faire une synthèse de tout ce qui a été présenté durant ces 3 dernières années. L'étude archéologique des sites fouillés, que ce soit les ports de Myosormos, de Bérénice, voire de Clysma et de Nicaisia, ou les forts établis dans le désert par les armées ptolémaïques et romaines, ou les mines d'or, de topaz, d'émeraude, ou encore les carrières de granit et de porphyre, montrent que les infrastructures nécessitées par les impératifs stratégiques ou l'exploitation des ressources naturelles et utilisées ensuite par le commerce érythréen ont connu plusieurs phases au cours desquelles les préoccupations étatiques et militaires ont toujours interféré et interagi avec l'exploitation des ressources et des intérêts commerciaux. La synthèse de ces données archéologiques et des informations données par les textes antiques, par les inscriptions, par les papyrus et les ostracas, me conduit à scander en 10 phases l'histoire qui va de la conquête macédonienne à l'Antiquité tardive. La première phase irait de la conquête et couvrirait le règne de Ptolémée Ier principalement. Lorsque les conquérants macédoniens s'emparent de l'Égypte en 332, ils héritent d'une situation laissée par les Perses qui ont régné sur l'Égypte de 525 à 399, puis de 343 jusqu'à la conquête d'Alexandre. Les conquérants étaient informés des potentialités naturelles du désert oriental, et comme ils disposaient d'une technologie plus avancée sur bien des points que celle jusque-là en vigueur, ils purent extraire l'or de gisements considérés comme épuisés. C'est ainsi que l'on peut expliquer l'opération d'exploitation du filon aurifère de Samout Nord que la céramique permet de dater du dernier quart du IVe siècle avant Jésus-Christ. Nous avons vu que cette mine présente toutes les caractéristiques d'une exploitation étatique utilisant des prisonniers et des techniques très avancées, telles que de grands moulins pour écraser le minerai. C'est à cette époque que le commerce en mer Rouge semble avoir été relativement peu actif, probablement faute d'infrastructures adaptées. Les ports, en effet, sont rares dans la mer Rouge à cette époque, même si Bérénice semble exister déjà, comme le prouvent les fouilles récentes, et le canal que le grand roi des Perses, Darius, avait fait achever au VIe siècle entre le Nil et la mer Rouge était alors ensablé. Une deuxième phase commence avec Ptolémée II, qui est le véritable initiateur de la politique de mainmise des Lagides sur la mer Rouge. Les auteurs anciens en étaient bien conscients. Artémidore, chez Strabon 16.4.5, rapporte qu'il fit entreprendre l'exploitation de la mer Rouge, et Pline, en 667, s'en fait aussi l'écho. Au début du règne, Philon fut envoyé avec une armée pour purger la côte des pirates. Par la suite, Ariston effectua une reconnaissance des côtes de la mer Rouge, et vous trouverez la référence en Diodore 3.42.1. Et sous le règne de Ptolémée III et Vergète, Simmias, qualifié d'ami du roi, explora le détroit du Bab el-Mandeb et au-delà, c'est-à-dire cette région qui est ici. Peu après, Eumène fonda un port sur la côte des Istiophages en liaison avec la chasse aux éléphants utilisée pour la guerre. Et vous trouvez la référence dans Strabon 16.4.10 à partir d'un texte perdu d'Artémidore. Ptolémée II, puis Ptolémée III et Ptolémée IV furent en effet confrontés à la nécessité impérieuse de se procurer des éléphants pour affronter les Séleucides. Ils envoyèrent de nombreuses expéditions pour les capturer. Les sources et les papyrus l'attestent abondamment, et ces chasses sont confirmées par une inscription que Cosmas Indicopleustes copia à Adulis au VIe siècle de notre ère. Cette inscription, commémorant les victoires de Ptolémée III lors de la Troisième guerre de Syrie, mentionnait, je cite, « des éléphants troglodytiques et éthiopiens », fin de la citation, que Ptolémée III
et son père Ptolémée II avaient fait capturer dans cette région. Pour servir de base aux expéditions de chasse, et surtout pour ramener les éléphants par bateau, il fallait créer des ports, dont Bérénice et Ptolémaïs des chasses, Ptolémaïs Thérone, établis par eux-mêmes, et vous trouverez la référence chez Strabon 16.4.7 à partir d'un texte d'Aganarchide, ainsi qu'un chapelet de mouillage, comme vous le voyez sur cette carte. Nous sommes assurés ainsi aussi que Philothéra fut fondée à cette époque par Satyros, qui lui donna le nom d'une sœur de Philothéra qui est ici, qui lui donna donc le nom d'une sœur de Ptolémée II, morte en 278, entre 278 et 270. Il en est de même de Mnékésia, dont il faut attribuer la fondation au règne de Ptolémée II, car le fort de Bir Yayam, sur la route qui conduit à ce port, a livré une inscription mentionnant l'ouverture de la route en 257 avant Jésus-Christ. Le port de Myosormos a dû être créé dans les mêmes années. Le port étant cité par Agatharchide, il est en effet probable qu'à la fin du IIe siècle, il existait déjà depuis un certain temps, bien que jusqu'à présent, les fouilles n'aient pas trouvé de niveau remontant au Ptolémée. Mais nous avons vu que c'est peut-être dans la partie ouest du site qui n'a pas été véritablement explorée. Venait ensuite Bérénice des Troglodytes, dont les fouilles ont livré les preuves archéologiques de l'existence, sous Ptolémée II, d'une ville fortifiée dont l'urbanisme semble régulier et dont les origines, nous l'avons vu, sont probablement quelque peu antérieures. Plus au sud, entre Bérénice et Ptolémaïs des Chasses, se trouvait le port du Salut, cité par Diodore 3.41 et Strabon 16.4.7, qui tire son nom des dieux sauveurs Ptolémée Ier, Soter et Bérénice. Suivait, le long de la côte du Soudan et des Somalies, Bérénice près de Sabaé, dans la région d'Adoulis, et plus au sud, une autre Arsinoé, citée par Pomponius Mela en 3.80, puis ensuite Bérénice Épidurès, près du Bab el-Mandeb, et le port de Pythangelos, cité dans des papyrus datant du règne de Ptolémée III, mentionnant un certain Pythangelos, commandant des chasses aux éléphants. Les éléphants capturés sur la côte sud-ouest de la mer Rouge étaient expédiés vers le nord dans de gros navires appelés éléphantégoïs qui débarquaient à Bérénice. Afin d'assurer le passage des éléphants à travers le désert, de Bérénice à Edfou, Ptolémée II fit tracer une route, creuser des puits et installer des forteresses relais. À cette phase datent les forts et les puits de Vétuside romain, qui étaient chargés d'approvisionner en eau le port de Bérénice, le puits d'Apollonos hydromain, que vous voyez ici, puis le Bir Samout, dont nous savons, grâce aux fouilles que nous avons effectuées en janvier 2015, qu'il fut fondé sous Ptolémée II Philadelphe, et ensuite on trouvait le Panéion, aujourd'hui connu sous le nom d'Elkanaïs, mais ça s'appelait le Panéion dans l'Antiquité, où un graffito avec un éléphant est daté vers 270-264 avant Jésus-Christ. Le fait que Satyros, fondateur de Philothéra, qui avait été chargé de capturer des éléphants le long de la Troglodytite, ait gravé son nom au Panéion d'Elkanaïs, confirme que la route Elfou-Bérénice, ouverte par Ptolémée II, était bien celle empruntée pour convoyer les éléphants. Nous espérons que les fouilles que nous allons mener au mois de janvier prochain, en janvier 2016, donc dans 15 jours à peu près, au Bir Samout, permettront d'assurer que le grand enclos que vous voyez ici à l'intérieur du fort avait été conçu pour accueillir les éléphants, ce qui confirmerait complètement l'hypothèse de la route. Parallèlement à la chasse aux éléphants, l'exploitation des ressources du désert oriental s'intensifiait. Les mines d'or continuaient d'être exploitées à Compassie,
à Bahamia, à Bir al-Fawahir, au Wadi Abu Jirida, au Wadi Samna et peut-être à Doumkash, certainement au Wadi Alaki et en bien d'autres endroits. Des pierres précieuses faisaient aussi l'objet de toutes les attentions. Au début du règne de Ptolémée II, Philon s'assura de l'exploitation de l'île des Topazes au Phiodès, et je vous renvoie à Pline 6, 183, et vers la fin du règne, un certain Pythagoras, nommé préfet de la mer Rouge, en rapportant un bloc de cristal de roche exceptionnel, et écrivit aussi un livre sur la mer Érythrée. C'est aussi à Ptolémée II que l'on doit la mise ou la remise en fonction du canal du Nil à la mer Rouge. Les travaux commencés en 280-279 se terminent avec la fondation d'Arsinoé à son débouché. Opération complétée par l'élimination des pirates nabatéens dans le golfe de Suez, une opération mentionnée par Diodore au livre 3, 43-5 et par Strabon en 16-4-18, toujours d'après Agatharchide. Le canal et le port étaient en effet nécessaires pour approvisionner les troupes envoyées à la chasse aux éléphants, les marins et le personnel stationné dans les ports. Le papyrus Pétri 2-40, daté de 224 avant Jésus-Christ, montre que les bateaux de blé passaient par Héroonpolis sur le canal pour aller livrer leur cargaison dans les ports et les postes de chasse. Que le Tel el Kolzoum à Suez soit ou non Arsinoé, il est indubitable qu'un établissement fortifié relativement important y fut alors construit au début de la période ptolémaïque sur cette colline et il a dû jouer un rôle militaire et logistique important. Au total, le besoin d'obtenir des éléphants de guerre et accessoirement leur ivoire et l'accroissement de l'exploitation de l'or et des pierres précieuses nécessaires à une politique étrangère ambitieuse entraînèrent la mainmise sur tout ce district qui fut parcouru de pistes et doté de puits et de nombreux ports qui seront ensuite utilisés par les commerçants. L'existence même de ces infrastructures portuaires et routières furent les facteurs du démarrage du commerce maritime érythréen, alors cantonné à la mer Rouge et aux relations avec les Arabes, fournisseurs de résines odoriférantes pour les cérémonies religieuses. La bonne connaissance du rivage occidental de la mer Rouge, acquise grâce aux chasses aux éléphants, s'étendait à la côte des Aromates, entre le Bab el-Mandeb et le cap des Aromates, qu'on appelait Notou-Seras, aujourd'hui cap Gardafoui, où, selon Strabon, on chassait les éléphants autrefois, et je vous renvoie au livre 2, 5-35 à ce propos. La mutation de la phase des chasses à celle du trafic des aromates a été bien décrite par Jean Desange dans Recherches sur les activités des Méditerranéens aux confins de l'Afrique, paru en 1978 et qui reste le livre fondamental pour cette période. Desange cite un ex-voto dédié à Pan, probablement trouvé dans le Panéon d'Elkanaïs et datant du règne de Ptolémée IV. Le dieu Pan, donc, par un vent favorable, permit à un navire d'un marchand venant de la terre sacrée qui produit la myrrhe et de chez les Coloboïs qui habitaient la zone des détroits, lui permit donc d'atteindre le port de Ptolémaïs. La voie maritime ouverte par les chasses aux éléphants avait donc permis au commerce des aromates de se faire par bateau, court-circuitant en partie les longs trajets en caravane qui traditionnellement traversaient la péninsule arabique pour aboutir à Gaza. Strabon, le roi Ptolémée II, pour avoir fondé Bérénice, à une latitude que les navires pouvaient aisément atteindre et pour l'avoir relié à Coptos par une piste équipée de puits. Je cite le texte qui est en 17.1.45, il dit « L'expérience a montré la grande utilité de son entreprise et maintenant toutes les marchandises d'Inde et d'Arabie, ainsi que les produits éthiopiens,
qui empruntent le golfe arabique sont acheminés sur Coptos, qui est une place de commerce pour cette sorte de denrées. Je ne crois pas que Strabon commette un anachronisme. La mine de Compassie est probablement en activité sous Ptolémée II, au vu du matériel que j'ai pu observer en janvier 2015, à la suite malheureusement des destructions commises par les chercheurs d'or. Il y avait donc un puits avec une eau assez abondante pour arroser des jardins, comme le montrent les ostracas de l'époque romaine. Les grands moulins à écraser le minerai, que vous voyez sur cette diapositive, me paraissent liés, là aussi, à une entreprise d'État qui s'accompagnait forcément d'une présence militaire. Je pense donc que dès cette époque, Compassie est une étape majeure sur la route ouverte entre Bérénice et Coptos. Il faut donc en conclure que Ptolémée II avait fait équiper d'une part une route courte pour les éléphants entre Bérénice et Edfou et une route plus longue pour les marchandises légères que l'on convoyait jusqu'à Coptos. Pourquoi Coptos? Parce que c'est un grand port fluvial, traditionnellement point d'entrée dans le désert, et c'est dans ce port que le pouvoir lagide avait décidé d'implanter la douane sur les marchandises. Nous n'avons pas encore d'attestation écrite d'un poste de douane d'époque ptolémaïque à cet emplacement, en tout cas à une date aussi haute, mais sa présence explique selon moi pourquoi on devait faire un chemin aussi long. Les Grecs avaient donc un accès direct aux zones productrices d'oliban et de myrrhe, dont le commerce était stimulé par une demande grandissante, non seulement pour les temples, mais aussi pour la cour, les aristocrates et un public de plus en plus large. Ce public se trouvait dans les villes hellénisées d'Égypte, notamment à Alexandrie, et à travers son port dans tout le bassin méditerranéen. La consommation de parfums à brûler et à porter sous forme d'huile se répandit à Alexandrie sous Ptolémée II. Athénée, en 1589, écrit « Autrefois aussi, les parfums faits à Alexandrie étaient portés à un haut degré de perfection, en relation avec la fortune de la ville et à l'intérêt que portaient Arsinoé et Bérénice à ces matières. » Lors de la fameuse Pompée de Ptolémée II, décrite par Calixène de Rhodes et citée par Athénée en 296 jusqu'à 201, des centaines d'enfants transportaient des vases en or contenant de l'encens, de la myrrhe et du safran. À un niveau social moins élevé, Zénon, qui se trouve dans le Fayoum en 257 avant Jésus-Christ, achète du parfum de Mendès à diverses personnes présentes à Alexandrie. Cet acte d'une grande banalité témoigne ainsi de l'élargissement de la demande et vous trouverez la référence dans le papyrus Cairo-Zénon 59 089. Une troisième phase de cette histoire commence à la fin du IIIe siècle. Elle est marquée, cette phase, par une crise militaire qui s'étend de la fin du IIIe siècle jusqu'à la moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, l'action militaire des Ptolémées déclina, et d'une part parce que les éléphants perdirent leur importance tactique, et d'autre part parce que la Thébaïde se révolta contre le pouvoir grec. En effet, les éléphants qui avaient joué le rôle d'une force de rupture dans les batailles du IIIe siècle ne furent pratiquement plus utilisés après Ptolémée IV, c'est-à-dire qui a régné de 222 à 205 avant Jésus-Christ. Ptolémée IV, pour le règne duquel on dispose d'une inscription d'Edfou, faisant état d'une expédition commandée par Lycas, stratège de la chasse aux éléphants, et cette inscription est postérieure à 217. En fait, le dernier stratège de la chasse semble avoir été Charimortos, qui était en fonction à la mort de Ptolémée IV. Les raisons de cet abandon des chasses sont de deux ordres.
D'une part, les Séleucides, ayant perdu leur satrapie orientale à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, avaient des difficultés à s'en procurer, et donc l'équilibre des forces demandait moins d'efforts. Et d'autre part, les soldats adverses avaient appris comment affoler les éléphants afin qu'ils fassent des dégâts dans leur propre camp. La rupture que constitue la longue sécession de la Thébaïde entre 207-206 avant Jésus-Christ et les environs de 186 avant Jésus-Christ eut pour conséquence une perte de contrôle sur les ports et les pistes du désert. Certains forts, comme le Bir Samoud que nous avons fouillé cette année, furent abandonnés et nous avons vu qu'il ne fut jamais réoccupé, ce qui montre une mutation des routes qui furent empruntées par la suite. Bérénice connut probablement une baisse d'occupation, voire un abandon, après la fin des grandes opérations de chasse aux éléphants. Les troubles continuèrent jusqu'au milieu du IIe siècle, puisqu'une révolte en Thébaïde dura encore jusqu'en 64 et affaiblit l'autorité de Ptolémée V dans toute la région. Sur ce point, je vous renvoie à Diodore en 31-17b. À cette époque commence donc, selon moi, une quatrième phase qui couvre la seconde moitié du IIe siècle et les 3 premiers tiers du 1er siècle avant Jésus-Christ. La situation militaire, au milieu du IIe siècle, semble avoir été reprise en main sous Ptolémée VI, sous l'autorité de Boétos, épistratège de la Thébaïde. La restauration du pouvoir lagide dans ce secteur se manifesta peut-être par un renouveau de l'exploitation de l'or et certainement par l'ouverture de mines d'améthyste à Abu Dibéa. Nous avons vu que plusieurs centaines de longues tranchées furent creusées à partir de cette époque dans les veines de quartz et cette opération commence, semble-t-il, sous le règne de Ptolémée VI Philométor et de Cléopâtre II entre 175 et 170 avant Jésus-Christ, comme l'assure l'inscription connue dans le recueil d'André Bernon sous le nom d'Ipan 59 et qui a été trouvée sur place. Les mines de topaze de l'île d'Ophiodès continuaient d'être périodiquement exploitées, tandis que celles d'émeraude dans la zone de Senskis, aujourd'hui Sikaïte, pourraient remonter à cette période si un des temples rupestres est bien ptolémaïque. En tout cas, Strabon, dans la géographie, livre 17, 1,45, assure que ces mines d'émeraude étaient exploitées dans le dernier quart du 1er siècle avant Jésus-Christ par des Arabes qui creusaient des galeries à de grandes profondeurs. Mais il ne dit pas si les Arabes l'exploitaient alors pour eux-mêmes, ni depuis quelle époque ils l'exploitaient. Quelques entreprises royales et l'initiative commerciale privée relancèrent aussi l'activité des ports en mer Rouge. C'est l'époque où des marchands arabes fournissent les résines odoriférantes aux temples égyptiens. Et nous avons l'exemple de Zaydil ibn Zayd, enterré à Saqqara, qui, sur son tombeau, écrit qu'il commerçait la myrrhe et le calamus destinés au temple. Outre la myrrhe et l'encens, Agatharchide cite une autre résine récoltée sur les côtes de la mer Rouge, et je vous renvoie à son passage dans Photius, la bibliothèque de Photius, 250, paragraphe 457b. À la différence des expéditions pharaoniques au pays de Punt, l'importation des résines était aux mains de marchands privés qui en assumaient les risques. En effet, le papyrus Samelbuch 7169, datant du IIe siècle avant Jésus-Christ, est un contrat de prêt entre des personnages privés, contrat destiné à financer l'importation par 5 marchands de produits de la côte des aromates. Mais, nous l'avons vu, le pouvoir lagide taxait lourdement ces produits à l'arrivée, une politique que continueront les empereurs romains. En contrepartie, ils assuraient une certaine police des mers par des patrouilles destinées à tenir en respect les pirates nabatéens et trogonites. Une inscription datée de 130 mentionne
Sotérikos, un officier placé sous les ordres de Paros, stratège de Thébaïde, et qui était, dit l'inscription, délégué à la récolte des pierres précieuses et à la navigation, chargé d'assurer la sécurité de ceux qui apportent les cargaisons d'encens et d'autres produits exotiques de la montagne au-dessus de Coptos. Il faut comprendre, bien entendu, des produits qui arrivaient par le désert jusqu'à Coptos, porte du désert d'un côté et porte de l'Égypte de l'autre. Comme l'a souligné Federico de Romanis, cette inscription est contemporaine de celle de Délos, qui mentionne la présence de négociants romains à Alexandrie. Ces marchands devaient y commercer des produits de l'Égypte, mais aussi des aromates et des pierres précieuses venues par la mer Rouge. Dans ce contexte, la place de Myos-Hormos reste à définir. Le port se développa-t-il alors pour des raisons militaires, comme base de patrouille et d'expédition, ou bien son essor est-il dû à l'allègement des cargaisons par rapport au transport d'éléphants, bien entendu, qui permettait donc l'utilisation de bateaux plus petits, consacrés au trafic des aromates et susceptibles de remonter jusqu'à ce port. La première hypothèse, l'hypothèse militaire, coïnciderait avec l'extension permanente des attributions du stratège de la Thébaïde au contrôle de la côte occidentale de la mer Rouge. Les deux présences, militaire et commerciale, ont pu se conjuguer. Cela expliquerait que, à la fin de la période, donc à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, Strabon considère ce port comme le plus actif. Toutefois, faute de niveaux archéologiques datés de cette phase et dans l'état actuel de la documentation, on ne perçoit aucun développement de l'activité de ce port au IIe et 1er siècle, mais nous avons vu que le port ptolémaïque n'a pas été retrouvé par les équipes anglaises et américaines. On a la même incertitude en ce qui concerne Kolsum, c'est-à-dire un des tels de la ville de Suez d'aujourd'hui. Kolsum, où, faute de stratigraphie associée au mobilier archéologique, on est bien en peine de déceler s'il y a eu expansion, déclin, abandon ou tout simplement maintien de l'occupation de la ville au niveau de ce qu'elle était au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Bérénice, en revanche, semble être redevenu un port relativement actif grâce au développement du commerce direct ou indirect des aromates et des marchandises indiennes qui arrivaient par l'intermédiaire des Arabes. Lorsque, en 118, 116, puis en 115, 113 avant Jésus-Christ, Eudoxe de Cyzique partit par 2 fois pour rallier l'Inde, il dut mettre à la voile soit à Arsinoé, où il était aisé de construire des bateaux, car le canal permettait d'apporter des matériaux, soit à Myos-Hormos, pour les mêmes raisons, car le port était relativement près du Nil, plutôt qu'à Bérénice, qui ne présente pas les mêmes avantages de ce point de vue-là. Ces deux expéditions d'Eudoxe, racontées en détail par Poséidonios et rapportées par Strabon au livre 2, 3, paragraphe 4, ces deux expéditions ouvrirent la voie aux relations commerciales directes permettant de court-circuiter le relais arabe, prélude à l'explosion du grand commerce dont Strabon sera le témoin au cours du règne d'Auguste, au début du règne d'Auguste, et prélude donc à ce commerce circulaire tout au long de l'année qui voyait le départ des marchands vers juin-juillet pour aller en Inde et y aboutir en septembre et revenir d'Inde de février à mai. Vers la fin du IIe siècle et au 1er siècle avant Jésus-Christ, les compétences de l'épistratège de Thébaïde furent étendues à l'ensemble de la mer Érythrée, hors de la mer Rouge. 6 inscriptions de Philae des années 70 à 50 avant Jésus-Christ mentionnent un certain Callimachos, parent du roi, qui est qualifié d'épistratège et de thébarque et qui associe Indiquet et Érythra, ce qui montre que le commerce en mer Rouge était considéré comme un ensemble couvrant aussi bien l'Afrique orientale que l'Inde.
Une cinquième phase du commerce commence avec Auguste, et elle est marquée par un essor extraordinaire du commerce à partir des ports de Myos-Hormos et de Bérénice, et par un renouveau considérable de l'exploitation des ressources naturelles. Après la bataille d'Actium, en 31 avant Jésus-Christ, Octave s'empara de l'Égypte et l'administration romaine prit le relais de celle des rois grecs. La cité de Coptos fut confirmée comme le lieu de convergence obligatoire des marchandises orientales qui étaient ensuite redistribuées dans le monde méditerranéen par le Nil, et Coptos confirmé aussi comme tête de pont pour l'exploitation du désert. Comme tout nouveau conquérant, comme les Perses et les Grecs avant eux, les Romains cherchèrent d'abord à mieux connaître les ressources du désert, susceptibles de répondre à des besoins différents de ceux des Ptolémées, par le fait même de la taille de leur empire. Ces besoins étaient d'ordre stratégique, d'ordre extractif et d'ordre commercial. Les questions d'ordre stratégique sont bien connues et je ne fais que les rappeler. Nous savons par Stravon, livre 16, 4, 22, qu'Auguste avait conçu un plan d'ensemble pour soumettre d'un côté les nations bordières de la mer Rouge et de l'autre celles de la Nubie, afin d'en faire des alliés et des clients. Quelques années après la main mise sur l'Égypte, en 26-25 avant Jésus-Christ, le préfet d'Égypte, Aelius Gallus, fit une expédition militaire contre l'Arabie qui, malgré son insuccès final, jeta les bases d'un contrôle romain sur la mer Rouge, à partir du port de Cléopatris dans le golfe de Suez. Ces questions font l'objet d'intenses débats et je vous renvoie en dernier lieu à un article de Michael Speidel paru cette année, en 2015, qui s'appelle Al-Maka Imrom, paru dans Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik numéro 194. Dans le désert, l'administration impériale envoya des spécialistes évaluer les potentialités. Nous les voyons à l'œuvre, notamment à la fin du règne d'Auguste et sous Tibère, lorsqu'il s'agit de découvrir et de tester de nouvelles carrières de pierres colorées notamment, destinées aux monuments de Rome, tel le centurion Caius Cominius Legas, qui découvrit et mit en exploitation le porphyre du mons Porphyrites, et d'autres spécialistes venus de l'armée qui durent s'occuper des mines d'or, des gemmes et des carrières. Sur leur rapport, l'administration impériale décida de ne plus exploiter les mines d'or ni d'améthyste, mais d'organiser l'extraction des émeraudes à Sychite et Nougos, et surtout d'ouvrir des carrières comme celle du granit dit Augusteum au mons Ophiates, celle de granit de Tiberiane, celle de Porphyre, puis, sous Claude et Néron, celle du mons Claudianus. La décision de cesser l'exploitation de l'or, ou plutôt de ne pas la relancer, s'explique par l'intégration de l'Égypte dans un empire très vaste où le pouvoir politique disposait d'autres ressources minières autrement plus rentables, telles que les mines du nord-ouest de l'Espagne et par la suite, après Claude, du pays de Galles et après Trajan, les mines de Dacie. En revanche, dans ce territoire immense, seul le désert oriental pouvait fournir du porphyre rouge et noir et des variétés de granit d'une qualité telle qu'on pouvait extraire de grands blocs, notamment des colonnes très hautes, que les architectes des empereurs pensaient nécessaires à la manifestation de la grandeur de Rome. L'exploit que constituait l'organisation de l'extraction de ces blocs dans ces zones désolées et éloignées constituait une preuve supplémentaire de l'omnipuissance de Rome et de l'empereur. Peu importait dans ces conditions le coût extraordinaire de telles opérations. Voici une vue donc du mons Porphyrites découvert par Caius Cominius Legas et exploité dès l'époque de Tibère. En ce qui concerne le commerce, nous avons vu à plusieurs reprises que l'administration romaine
prit le relais de celle des Lagides dans les années 30 avant Jésus-Christ. Nous savons, par une mention décisive du périple de la mer Érythrée, que l'administration romaine décida de désigner 2 ports, Myosormos et Bérénice, pour accueillir les bateaux faisant le commerce érythréen. Elle suivait ainsi, probablement, les pratiques mises en place par les Ptolémées, je crois, dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Dans ces ports désignés, les marchandises précieuses étaient à la fois sous bonne garde de l'armée, qui patrouillait le long des côtes pour défendre les navires contre les pirates, mais elles étaient sous contrôle des agents de la ferme du fisc. Débarquées à cette latitude des marchandises légères venues d'Arabie, d'Afrique orientale et de l'Inde, telles que des résines aromatiques, du poivre, du nard gangetique, des perles d'Inde méridionale, des pierres précieuses, etc., présentaient l'énorme avantage de limiter les risques et les délais incertains de la navigation contre le vent pour de gros bateaux peu manœuvrants, puisqu'ils venaient d'Inde, et qui risquaient donc de heurter les récifs. Le fisc était donc sûr de pouvoir prélever sa part grâce à un contrôle constant sur les ports à Coptos et enfin à Alexandrie, où l'impôt du quart sur les marchandises était prélevé par l'Arabarque, un personnage d'une envergure financière considérable. Et nous savons, par les ostracas du 1er siècle après Jésus-Christ, qu'il y avait des agents du fisc dans les ports, à Myosormos et à Bérénice en particulier. À l'époque d'Auguste, et durant la première moitié du 1er siècle de notre ère, au témoignage de Strabon, Myosormos est le port en pleine expansion. C'est en effet, comme vous le savez, le port le plus proche de Coptos et ça facilite donc les transports. De fait, les fouilles anglaises et américaines ont montré le fort développement de Myosormos à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ et au 1er siècle après Jésus-Christ, et un déplacement de l'assiette de la ville dans la partie orientale du lagon. Les niveaux archéologiques de cette époque sont caractérisés par de la céramique sigillée italique, par de très nombreuses amphores Dressel 2-4, surtout de Campanie. Vous voyez ici le quai qui a été réalisé avec ces amphores, mais aussi des céramiques indiennes associées à des végétaux importés d'Inde, à du riz, à du poivre, à des haricots, à du citron, à des noix de coco et à des concombres. Malgré cet essor de Myosormos, Bérénice, encore mieux placée du point de vue de la navigation sur la mer Rouge, restait, je le crois, le port le plus important. Son développement urbanistique est plus dense. Le port est doté d'infrastructures telles que des quais en pierre et probablement d'un, voire 2 phares, de plusieurs sanctuaires monumentaux, dont un de Sérapis, un autre d'Isis, tous aménagements qui surclassent Myosormos. Comme il est logique, les importations d'Inde et d'Arabie, aussi bien sous forme de jarres que de poivre et d'autres épices, sont abondantes à Bérénice et les trouvailles récentes de restes de bateaux montrent la capacité déjà soupçonnée de réparer les bateaux venus d'Inde principalement dans les chantiers navals de Bérénice. En conséquence, la route entre Bérénice et Coptos devait être aussi fréquentée, sinon plus que celle de Myosormos. Les caravanes utilisaient les infrastructures mises en place sous Ptolémée et les puits déjà gardés par l'armée. Les puits que nous avons vus d'Apollonos Hydromain, de Compassie et aussi les puits de Phoenikon qui sont situés dans une oasis. Les graffitis du Wadi Meni, le Wadi Meni étant situé ici. Les graffitis du Wadi Meni, laissés par Lysas, ici, par Lodades, par Caius Numidus Eros, par Titus Vestorius Ialisos, etc., à l'époque d'Auguste et de ses successeurs, ne sont donc pas, je crois, les témoins de l'ouverture de la route de Bérénice, comme le pensaient
Federico de Romanis, mais plutôt de l'intensité de sa fréquentation à cette époque. Le nom de ces agents commerciaux manifeste aussi, dès la fin du règne d'Auguste et sous Tibère, l'implication directe de familles de marchands italiens dans le grand commerce, où ils semblent supplanter leurs homologues alexandrins qui le dominaient encore une génération auparavant. Citons les Anii Plocami, ici, dont un membre afferma les taxes de la mer Rouge et dont un affranchi établit à la suite d'un coup de vent des relations directes avec Taprobane, c'est-à-dire Ceylan, suivi d'une ambassade à Rome sous le règne de Claude, comme le rapporte Pline en 6, paragraphe 100. Citons aussi les Peticii, vous voyez ici les graphitos de Caius Peticius, marchands de vin et d'autres denrées, originaires de la zone de l'Aquila, et je vous renvoie à l'article d'André Tchernien sur le dromadaire des Peticii, ou encore les Calpurnii et les Vestorii, famille dominante de Pouzol, port avancé de Rome en relation directe et constante avec Alexandrie. Citons enfin Caius Munacius, que Federico de Romanis identifie avec le Caius Munacius Faustus, dont le tombeau, construit dans les années 50 après Jésus-Christ par sa femme Névoliatique, s'élève dans la nécropole de la porte d'Herculanum à Pompéi. Ce tombeau est bien connu par sa représentation d'un navire qui illustre probablement les activités commerciales de Munacius Faustus, qui aurait accumulé une belle fortune, reconnue publiquement par l'octroi d'un siège d'honneur au théâtre de Pompéi. À cette époque, les conditions de sécurité étaient suffisantes, semble-t-il, pour que les caravanes s'arrêtassent dans le désert sans danger excessif, ce qui explique les graffitis du Wadi Mini. Il n'était donc pas nécessaire de fortifier les postes de contrôle sur, par exemple, la route Myos-Hormos, qui était poste de contrôle qui était nécessaire à la transmission des missives. C'est ainsi que j'interprète les postes militaires du Wadi Hammamat et de Zerka que j'ai présenté il y a 2 ans, c'est-à-dire le poste militaire qui précède la forteresse qui sera construite à l'époque flavienne. L'augmentation notable du trafic, tant dans les ports que sur les routes, au cours de la première moitié du 1er siècle de notre ère, posa rapidement la question de l'insuffisance de l'approvisionnement en eau. Les puits ptolémaïques ne devaient pas fournir assez d'eau pour l'afflux des caravanes et l'administration chargea l'armée de construire des citernes pour stocker de l'eau à Bérénice, à Myos-Hormos et dans 2 anciens postes ptolémaïques, ceux de Compassie et celui de Compassie et celui d'Apollonos Hydroma. L'inscription ILS, Inscriptiones Latinae Selectae, 2483, trouvée à Coptos, qui commémore cette campagne, n'est pas datée en elle-même, mais on doit l'attribuer à une période de forte croissance du trafic, et je crois qu'on doit l'attribuer à la période de Tibère. Cette inscription rapporte en effet que des détachements militaires ont construit les citernes à Bérénice, Myos-Hormos, Compassie et Apollonos Hydroma. Le commerce lui-même portait sur les résines aromatiques d'Arabie, toujours, et ceux de la côte des aromates, ainsi que sur le poivre, l'ivoire, les épices, les carapaces de tortue, les tissus et les perles, et les pierres précieuses d'Inde, qui étaient très appréciées à Rome, au point que des poètes tels qu'Horace et les auteurs du 1er siècle après Jésus-Christ, tels Sénèque, parlent d'une folie des perles, et que Pline fait commencer à la prise d'Alexandrie, c'est-à-dire à la conquête de l'Égypte. Au début du 1er siècle de notre ère, Cels, et un peu plus tard Dioscoride, 2 médecins, mentionnent fréquemment le poivre, la myrrhe et l'encens, ce qui prouve que ces produits étaient courants à Rome. En échange de ces importations, les Romains apportaient du vin d'Italie, du corail rouge,
dont Pline explique la pénurie par son exportation, au livre 32, paragraphes 21-23, et surtout beaucoup de métaux précieux sous forme de monnaie que l'on retrouve en Inde méridionale. Le périple de la mer Érythrée, toujours bien informé, dit qu'il faut apporter surtout une grande quantité de monnaie, et ceci au paragraphe 39 du périple. Les Indiens étaient en effet très demandeurs de monnaies d'or et d'argent, les utilisant comme bijoux ou pour des donations de nature religieuse, comme l'a récemment souligné Federico de Romanis dans un article qui s'appelle Ori After Trade, Western Taxes and Eastern Gifts, paru en 2006, dans un colloque qui s'appelle L'Oriente et la moneta romana, donc paru à Rome. À cette occasion, de Romanis a aussi rappelé que l'exportation d'or et d'argent en Inde n'était pas à ce point massive qu'elle puisse déstabiliser durablement l'équilibre monétaire de l'Empire. Au témoignage de Pline lui-même, le prix d'achat des marchandises était considérablement plus bas que leur prix de vente dans l'Empire, différentiel qui constituait le moteur principal de ce commerce. Pline, au livre 6, paragraphe 101, écrit en effet que le prix d'achat était 100 fois moindre que le prix de vente, ce qui est plausible pour des marchandises courantes comme le poivre ou certaines épices, mais probablement pas pour les pierres précieuses et les perles. Une telle différence de prix suppose que les exportations d'or et d'argent monnayés n'étaient scandaleuses que du point de vue de la morale traditionnelle exprimée par Tibère dans un fameux discours au Sénat, cité par Tacite dans les Annales, livre 3, paragraphe 53, et par Pline au livre 6, paragraphe 101, et au livre 12, paragraphe 84. Mais ont-elles influé réellement sur l'économie méditerranéenne? Au vu de l'ordre de grandeur de ce commerce qu'on perçoit à travers les sommes en jeu dans le fameux papyrus de Musiris, dont Federico de Romanis a présenté ici les dernières études, et dans le rendement énorme de la douane de Palmyre, André Tchernia, dans son ouvrage « Les Romains et le commerce », paru en 2010, pense que la balance déficitaire du commerce oriental a eu un impact significatif sur l'économie de l'Empire. Cela semble avéré pour les crises de crédit, comme celle de 33 après Jésus-Christ, qui, selon cet auteur, fut provoquée par un brusque transfert de liquidités des investissements traditionnels tels que ceux qu'on faisait dans les domaines agricoles et les immeubles, vers le financement par les prêts de l'alléchant commerce oriental. Pour ma part, je ne suis pas convaincu que ce déficit ait eu un impact structurel sur l'économie de l'ensemble énorme que constituait l'Empire romain. Quel que soit le chiffre auquel on aboutit, même en prenant en compte les sommes colossales que rapportait au fisc la tétarté, c'est-à-dire l'impôt sur le quart qui était prélevé à Palmyre, si l'on suit l'interprétation récente d'une inscription par des Romanis. Donc, quel que soit le chiffre auquel on aboutit, l'exportation des capitaux restait marginale par rapport à ce que l'on pourrait appeler le produit intérieur brut de l'Empire. Mais il est vrai qu'elle a pu causer quelques crises de liquidité, comme celle de 33. Un témoignage direct de commerce au cours de cette période est donné par l'épave des Furichols au nord du Ras Benas, c'est-à-dire au nord de Bérénice. Cette épave, connue depuis 1996, a été relevée en 2010 par une équipe de l'Université de Southampton dirigée par Lucy Blue, qui a identifié des amphores à vin, dont une vingtaine de dressels de 4 de Campanie, des dressels de 4 d'Alexandrie et une jarre à dégraissant d'origine organique et qui a été produite en Arabie, et également du lest composé de blocs de basalte, ce qui prouve probablement que le bateau revenait. Ce navire participait donc au trafic avec les ports de l'Hadramaout, puisque le basalte a été récupéré sur les plages de cette région. Les princes arabes étaient alors amateurs de vin méditerranéen, de même que les rois indiens. Dans les
histoires écrites au 1er siècle par Quinte Curse, au livre 8, 9, paragraphe 30, cet auteur dit que sa consommation était grande chez tous les Indiens. De fait, les amphores vinaires se diffusent en Inde à partir de l'époque d'Auguste, principalement, un peu auparavant, mais principalement à l'époque d'Auguste, comme en témoigne, entre autres, une amphore Dressel de 4, timbrée M. Kansre, que l'on développe en Marquis Livy Caustri, une marque bien connue sur l'épave du Grand Ribot D, un navire qui a coulé dans les îles d'Hyères à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais, toujours selon André Tchernien, ces amphores ne sont véritablement abondantes qu'à Muziris et à Arikamedou, c'est-à-dire les deux des ports principaux d'arrivée du commerce méditerranéen, ce qui signifierait un trafic du vin limité à destination principalement des aristocrates indiens et des marchands méditerranéens établis dans ces deux places de commerce. D'ailleurs, le périple de la mer Érythrée ne mentionne que des opportunités de vente en petite quantité, dit-il, dans les ports de l'Inde. Par rapport aux deux grands ports de Bérénice et de Myosormos, les ports plus petits de Nékésia et de Philothéra, par exemple, jouaient un rôle bien mineur dû au fait qu'il ne leur était pas permis, il n'était pas permis d'y débarquer des marchandises du grand commerce érythréen. En revanche, ces ports étaient certainement impliqués dans la surveillance des côtes comme havre de relâche pour les navires de guerre, les Tesserariae, qui sont mentionnés dans un papyrus trouvé à Myosormos, et évidemment comme port de pêche, comme on le sait par plusieurs ostracas. Tout autre, en revanche, me paraît être la place du port qui se situait au fond du golfe de Suez, que nous l'appelions Arsinoé ou Cléopatris. C'est le port de guerre. C'est celui où les Ptolémées d'abord, puis Aelius Gallus, qui nous l'avons vu cette expédition en Arabie en 25 avant Jésus-Christ, firent construire les navires pour leurs expéditions. C'est un port qui bénéficie de l'atout énorme du canal qui fonctionnait peut-être encore, au moins par intermittence, au temps d'Aelius Gallus. Ce dernier, en effet, choisit d'y faire construire ses navires précisément parce qu'on pouvait y transporter aisément des matières pondéreuses telles que le bois et le fer, et également la nourriture pour son corps expéditionnaire. Il est toutefois probable que le canal s'est progressivement ensablé au cours du 1er siècle, faute d'entretien. Dans le cas contraire, on ne comprendrait ni le texte de Pline, qui dit que l'on fait le trajet entre la zone de Suez aujourd'hui, c'est-à-dire Arsinoé et Cléopatris, et l'Égypte, et le delta de l'Égypte. Pline dit qu'on le fait par terre, et on ne comprendrait pas non plus la raison pour laquelle Trajan le fit recreuser. Comme Jean-Jacques Aubert l'a montré dans son article de 2004, qui s'appelle « Aux origines du canal de Suez, le canal du Nil à la mer revisité », paru dans un colloque qui s'appelle « Espace intégré et ressources naturelles dans l'Empire romain », paru donc en 2004, Aubert montre que l'entretien du canal ne souffrait pas de relâchement dans le combat contre la nature. Et il est probable qu'il y a eu un certain relâchement sous les derniers Ptolémées et que du temps de Gallus, le canal n'était déjà probablement plus navigable que lors de la crue du Nil, et cette incurie se serait poursuivie ensuite au point que, durant le 1er siècle, il n'aurait plus été du tout utilisé. Ça nous amène à une 6e phase qui, pour moi, s'étend de Domitien à Septime Sévère. Au cours de cette 6e phase, qui commence en fait vers la fin du règne de Vespasien, on assiste à des bouleversements considérables marqués par 4 décisions politiques de grande portée. La construction d'un réseau de forts dans le désert et évidemment dans cette zone-là, le long des 2 routes de Myosormos et de Bérénice,
un changement d'échelle dans l'exploitation des carrières de granit et de porphyre, la remise en état du canal du Nil à la mer Rouge, puis la fondation d'Antinooupolis, suivie de l'ouverture de la Via Nova Adriana. En 76-77, le préfet d'Égypte, Lucius Iulius Ursus, fit une inspection à Bérénice et il dut recueillir à cette occasion-là les doléances des marchands, considérant que les deux routes de Myosormos et de Bérénice n'étaient pas assez bien équipées en puits ni assez bien sécurisées. Bien qu'on n'en ait pas encore trouvé la preuve, il est vraisemblable que des caravanes avaient été attaquées et rançonnées par les nomades du désert, attirés par cet afflux de marchandises précieuses. Le papyrus Voliano 46 mentionne une campagne militaire en troglodytique dont la date est imprécise, vers la fin du 1er siècle ou au début du 2e siècle, qui montre donc que les tribus du désert posaient des problèmes de sécurité. Cette insécurité, créée par les barbares, est manifeste dans les ostracas trouvés d'une part au mont Slodianus et d'autre part à Crocodilo, dont l'un, l'ostracon Ocroc 87, détaille l'attaque d'un fort par les barbares, donc par les tribus du désert, en 118 après Jésus-Christ, et donne des instructions pour se prémunir contre les barbares, comme l'a explicité Hélène Cuvini dans son livre intitulé « Les ostracas de Crocodilo, la correspondance militaire et sa circulation », paru au Caire en 2005. Outre l'insécurité grandissante, l'augmentation du trafic devait à nouveau poser des problèmes d'approvisionnement en eau, non seulement sur les pistes menant à Coptos, mais aussi dans les ports mêmes de Bérénice et de Myosormos. C'est pourquoi le préfet donna l'ordre à l'armée de construire un réseau de puits fortifiés pour que les caravanes puissent trouver de l'eau à une distance maximale de 40 km et qu'en aucun point de ces routes on ne se trouva à plus de 20 km d'un point d'eau et d'une garnison. De là découlent l'énorme effort de creusement de puits, de construction de citernes et de forts à Sikate et tout le long du parcours de la route de Bérénice, à Didumoy, ici, à Birbeza, à Xéron-Pélagos, peut-être à Phalacrone, certainement à Aphroditès, Horus, etc. Et sur la route de Myosormos à Crocodilo et probablement à Maximiana. Voici une vue du fort de Birbeza, où nous n'avons pas trouvé l'inscription de fondation, mais que le matériel archéologique date de cette période. Voici celui de Maximianon, qui, je crois, doit être attribué aussi à cette campagne de construction et qui est l'archétype même de ces forts, avec le puits central et les casernements tout autour, que j'ai eu l'occasion de vous présenter il y a 2 ans. Selon Federico De Romanis, l'augmentation du tonnage des bateaux chargés de poivre provenant d'Inde méridionale les aurait contraints à décharger leur cargaison à Bérénice, car, bien entendu, ils avaient du mal à remonter au vent et à éviter les écueils. Mais, comme vous l'avez compris, je pense que cette situation existait dès les origines et que c'est une surinterprétation du passage de Pline, qui effectivement ne cite pas Myosormos. Et je maintiens donc qu'à partir de Vespasien et durant tout le IIe siècle, les 2 ports fonctionnent en binôme au gré des circonstances. Myosormos plutôt pour la réparation des navires, la surveillance militaire et le départ vers l'Inde, et Bérénice plutôt pour le déchargement des cargaisons venues d'Inde et selon les conditions météorologiques et la date du départ et d'arrivée, il est possible que l'un ou l'autre port pouvait être utilisé. En ce qui concerne l'exploitation des carrières, un changement d'échelle se produit sous Domitien. La pression des barbares se fait sentir là aussi, nécessitant la construction de forts susceptibles de mettre à l'abri les soldats et les carriers à un moment où l'extraction des blocs s'accélère.
d'abord pour la construction de la Domus Flavia sur le Palatin, puis pour les énormes travaux du Forum de Trajan entre 107 et 112, suivi sous Hadrien de la construction du Panthéon et de la Villa Hadriana et du temple de Vénus et de Rome qui sera achevé par Antonin. En 85-86, Domitien fit construire un grand fort au Mons Claudianus. À peu près à la même époque, bien qu'on n'ait pas d'inscription, mais le matériel archéologique pointe vers cette période, le fort du Mons Porphyrites fut édifié. Et tout à la fin du règne de Domitien, en 96, celui de Domitiané, qui marquait l'ouverture d'une nouvelle carrière. Parallèlement, on assiste à la multiplication des extractions de blocs de plus en plus colossaux, surtout au Mons Claudianus, d'où sont tirées les grandes colonnes de la basilique ulpienne, du temple du dévin Trajan et du Panthéon. Un autre investissement d'envergure fut la réouverture du canal du Nil à la mer Rouge. Décidé par Trajan, commencé en 112, et nous le savons par un papyrus qui mentionne des taxes levées pour le nouveau canal de Babylone, puisque le canal arrivait à Babylone, c'est-à-dire à cette cité qui deviendra ensuite le Caire, mais que l'on appelle Babylone à cette époque-là. Ce canal donc fut probablement achevé par Hadrien, car il paraît impossible que de tels travaux aient été totalement terminés en seulement 5 ans. Ce creusement s'accompagna d'aménagements portuaires de grande ampleur à Clysma. D'une part, il semble que les ingénieurs romains aient mis en place un dispositif pour éviter l'envasement de l'entrée du canal en utilisant la force du courant créé par la marée descendante pour chasser les sédiments dans la baie. Et c'est ce système que l'on voit là, où on a un système d'entonnoir qui nettoie en quelque sorte l'entrée du canal. D'autre part, comme on le voit sur ce plan tiré de Claude Bourdon, qui a vu une situation qui aujourd'hui est très dégradée, mais qu'il a vue en 1925, on construisit un assez grand nombre de quais tout autour de l'embouchure du canal, et ce qui permit donc évidemment d'amarrer des bateaux de guerre. Enfin, l'armée édifia un phorion à Clysma, un phorion, c'est-à-dire une forteresse qui est citée par Claude Ptolémée et que je propose d'identifier à la partie supérieure du Tel al-Kolsoum fouillé par Bernard Bruyère dans les années 30. L'ensemble de ces travaux fut certainement motivé par des considérations stratégiques. Trajan annexa le royaume de Nabathène et créa la province d'Arabie en 106. Il déplaça la 6e légion cyrénaïque d'Égypte à Bosra. Il fit entreprendre la construction de la route entre Bosra et Eila et occupa les côtes de la mer Rouge, comme nous le rapporte Tacite dans les Annales en 261. Cette pacification de la mer Rouge est attestée aussi par la campagne de Servius Sulpicius Serenus contre les populations agriophages qui datent du règne d'Hadrien et qui nous est rapportée par l'inscription Ipan 87 du recueil d'André Bernan, qui est une stèle en pierre du Wadi Hammamat. Il est possible que l'empereur ait eu le projet de prendre les Parthes à revers en partant de la mer Rouge et ou d'approvisionner ses troupes en blé égyptien par des navires partant de Clysma. Une politique aussi ambitieuse nécessitait donc un lien direct et aisé avec le Nil, et à travers le Nil, avec l'Égypte et avec la Méditerranée, pour pourvoir au déplacement et à l'approvisionnement des troupes. Le canal était donc la meilleure réponse. D'autre part, il convenait de s'assurer de la mainmise sur la mer Rouge, ce qui impliquait le renforcement de la flotte déjà existante, la création de nouvelles bases militaires telles
celle des îles Pharasan, à l'extrémité de la mer Rouge, vous voyez ici, très très au sud, base militaire qui est attestée sous Antonin par des inscriptions, mais qui pourrait remonter là aussi à Trajan ou à Adrien. Et il fallait aussi, bien sûr, se doter de chantiers navals. Et où mieux placé qu'à Clysma ces chantiers, car ils pouvaient être aisément approvisionnés en bois d'œuvre et toutes sortes de matériaux pondéreux. C'est pourquoi je propose de dater de cette période non seulement les installations portuaires de Clysma, mais aussi probablement les boulangeries et les fours de métallurgistes qui ont été découverts à Kolsum. Clysma devient donc le grand port militaire de la mer Rouge, le chantier naval le plus important et probablement le premier port pour l'exportation des matières pondéreuses, dont le blé. En revanche, du fait des conditions de navigation et donc du fait que les vents soufflent en permanence du nord, le commerce de retour d'Inde et d'Arabie, portant sur les marchandises légères, au point que certains navires devaient être lestés de pierres de basalte, ce commerce donc continuait d'aboutir à Myosormos et surtout à Bérénice. Outre les produits de l'Arabie et de la corne de l'Afrique, le gros du trafic portait alors sur les marchandises venues de l'Inde. Les nombreuses monnaies d'or, nous l'avons vu, et d'argent trouvées en Inde semblent indiquer que l'apogée du commerce date des Julio-Claudiens et des Flaviens. Je vous renvoie entre autres aux pages qu'André Tcherny a consacrées à ces questions dans son ouvrage sur les Romains et le commerce, aux pages 287-314. Au IIe siècle, il semble qu'on assiste à un effondrement des exportations en deniers d'argent, probablement dû au fait de la baisse de leurs titres, et à une diminution drastique de celle des auréis sous Trajan et Adrien, avec une reprise probable sous Antonin le Pieux, suivie d'une nouvelle phase où les monnaies d'or sont pratiquement absentes, mis à part celles trouvées à Nagarjunakonda, capitale de la dynastie qui régnait sur le sud-est de l'Inde, un trésor du deuxième quart du IIIe siècle. Et on a aussi des donations nombreuses de pièces d'or consignées par des inscriptions. Par exemple, le roi Kamtalmula fit une donation très importante de 2000 pièces d'or aux dieux hindous et aux brahmanes, comme le rapporte Federico de Romanis. Les monnaies d'or du IIe siècle sont surtout concentrées dans le sud-ouest de l'Égypte, ici, et dans le sud-est de l'Inde, pardon, et témoignent de l'importance de la vente du poivre aux Occidentaux. Les récents inventaires de monnaie dénombrent près de 150 sites de découverte. D'une façon générale, tout au long de l'Empire, l'or des Yawana, qui désigne les Occidentaux, est cité par les Sanganes, qui sont des poèmes épiques tamils. Cet or continue d'être utilisé tant dans le nord-ouest que dans le sud de l'Inde pour faire des donations religieuses, attestées notamment par des inscriptions. L'or est aussi exporté vers le royaume d'Aksum, où un trésor, c'est-à-dire en Éthiopie, où un trésor de monnaie romaine des Antonins a été réutilisé en pendentif et a été découvert à Matara, ce qui est une autre preuve du haut maintien du commerce oriental au IIe siècle. Vers l'Extrême-Orient, les marchandises romaines atteignent alors leur plus lointaine diffusion, sous forme indirecte, au cours de la seconde moitié du Ier siècle et du IIe siècle. Sur plusieurs sites de Thaïlande et sur le site d'Okeo au Vietnam, qui est peut-être le port appelé Katigara, mentionné par Ptolémée, on a mis au jour des intailles, des camées et des imitations de monnaies d'Antonin et de Marc Aurèle. Les tombes des Han postérieurs en Chine contiennent parfois des verreries méditerranéennes qui ont pu parvenir soit par la voie terrestre, mais plus probablement par la voie maritime, mais probablement à travers plusieurs relais. Il ne semble pas en effet que les marchands venus de l'Empire romain commerçaient régulièrement jusqu'en Chine. Durant le règne de Marc Aurèle,
un Romain parvient bien en Chine avec des cornes de rhinocéros, de l'ivoire d'éléphant et des carapaces de tortue, mais le fait semble tout à fait exceptionnel au point qu'il est mentionné par les annales chinoises. La diminution globale du nombre des oreillers trouvés en Inde contraste donc d'une part avec la permanence de l'activité dans les ports de la mer Rouge et dans le désert oriental, et d'autre part avec une meilleure connaissance du continent indien dont fait preuve Ptolémée par rapport à Pline, et cette meilleure connaissance reflète certainement une intensification et une diversification des pratiques commerciales durant la fin du 1er et au 2e siècle. Il faut donc imaginer que les termes de l'échange et ou que les destinations ont dû en partie évoluer au cours de cette période. L'exportation des monnaies a baissé, cela paraît à peu près certain, mais l'on a pu envoyer en Inde, en Arabie et dans la Corne de l'Afrique des biens qui ne sont pas datables lorsqu'ils sont hors contexte, comme par exemple le corail rouge, ou des denrées périssables qui échappent à notre perception. Dans ce cas, le rôle du canal de Trajan et le rôle de Clysma dans le grand commerce pourraient avoir été plus importants qu'on ne l'a dit en tant que vecteur et en tant que port d'exportation de matières pondéreuses, et on pense bien entendu au blé qui peut-être a servi à partir de cette époque-là de monnaie d'échange.